Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias. Les médias, les débats. On est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez ce matin, fidèles au poste. Et bonjour Philippe Glohagen. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes écrivain, fondateur du célèbre guide du routard et vous publiez. Alors vous êtes un homme aux 1001 activités. Il y a ce journal dont vous étiez venu nous parler, ce magazine qui va paraître, 4e numéro va paraître très bientôt. Et puis vous publiez chez Hachette Tourisme des livres absolument magnifiques. Plus beau site de la planète. On a voulu vous inviter, c'est un livre qui est vraiment, alors là si vous cherchez un cadeau de Noël, je crois que vous ne pouvez pas mieux faire, les 100 plus beaux sites sacrés de la planète. Et puis il y a plein d'émissions, Gilles, en ce moment, au moment des fêtes. Vous pouvez avoir tous les mardis soirs, vous pouvez regarder RMC Découverte qui pendant 10 semaines va vous parler des derniers secrets d'Égypte. C'est lié à votre livre, vous parlez de temples disparus, de sanctuaires et de sites archéologiques. Vous allez en parler avec Valérie. Et puis, vous avez aussi National Geographic, donc sa chaîne de télé. Et samedi soir, à 20h05, ils ont, alors là, c'est aussi lié à votre livre, ils ont les cités perdues d'Alberlin. Vous savez, c'est les cités aux origines de Petra. Et donc, c'est l'explorateur Alberlin qui est parti pour Petra en Jordanie pour retracer les origines de cette cité. Beaucoup de gens ne vont pas en Jordanie pour des histoires de guerre, mais la Jordanie est un pays sublime. Il n'y a pas de guerre en Jordanie, surtout. Non. D'une part, et puis Petra évoque une civilisation disparue, les Nabatéens. Et je vais vous dire une seule chose, les rois mages qui ont été rendre hommage au petit Jésus à la naissance pour les chrétiens, c'était des Nabatéens, c'était des commerçants. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'était des gens qui ont fait fortune dans le commerce de la myrrhe et de l'or. Et Petra était leur capitale, qui a été découverte il n'y a pas si longtemps, il y a 150 ans. Ouais. Alors donc plein d'émissions à découvrir, et puis la question du jour, Gilles, elle concerne la question du jour, c'est autour du voyage. Donc vous avez National Geographic, RMC Découverte. Est-ce que vous avez envie d'avoir sur les grandes chaînes des émissions, plus d'émissions sur le voyage? Il faut dire, Valérie, que sur France 5, Échappée belle, tous les samedis soirs, fait son million et est un vrai carton, Échappée belle. Donc, très belles émissions, c'est magnifique. Échappée belle, ça marche bien. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'émissions de voyage. Après, il y a des émissions, il y a des chaînes, comme le disait Gilles, qui sont consacrées à la découverte, mais sur les grandes chaînes hertziennes. Vous avez raison. Moi, je vous dirais qu'il y en a peu, mais elles sont tellement belles que ça compense. La qualité est formidable, en particulier sur Échappée belle, puisque là, vous évoquez National Geographic, qui est quand même américain. Oui, absolument. Alors, Gilles, on passe aux Voilà, juste nos auditeurs, 49% oui, 51% non. On vient juste de mettre la question en ligne, mais ça vote pas mal. Et donc, vous pouvez aller sur le compte Twitter pour réagir et nous dire ce que vous pensez des émissions sur le voyage à regarder sur la télévision. Et puis un mot sur Le Voyageur hier soir. Sur France 3, qui a cartonné, qui est passé devant cette fiction, qui était devant Koh-Lanta. Exactement, 400 000 de téléspectateurs de différence. Et donc, bravo à Bruno Debrandt. Quand vous recevez hier, moi c'est l'effet Sud Radio. Vous savez, quand vous passez sur Sud Radio, passer devant Koh-Lanta, c'est vraiment. C'était un défi de succéder à Eric Cantona, donc ça a bien succès pris. Réussi. Allez, succès réussi. C'est un succès et c'est réussi. On passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Est-ce que la stratégie de Trump va fonctionner pour Éric Zemmour? Toujours plus loin, toujours plus grossier, toujours plus cash sur Emmanuel Macron. L'irrespect qui a fait parler hier suite à cette interview de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Ne traite pas moi de raciste, de fasciste, de nazi, de collabo. Ne parlons pas de vous, parlons de lui. Donc maintenant je vous réponds. Emmanuel Macron, il est le grand vide. Si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini.
pas très respectueux pour un président. Certains ont commenté, puis j'imagine que vous aussi, vous en parlerez durant vos débats. Sur CNews, pour l'ancien patron de l'info de TF1 de LCI, Jean-Claude Dacier, Éric Zemmour est dans l'erreur avec cette stratégie. Du Trump de bazar. Je pense qu'il a suffisamment à dire sur le bilan calamiteux et catastrophique de ce pays depuis 40 ans. Je ne parle même pas de la Macronie, qui a les résultats qu'elle a. On peut justement en débattre. Et c'est ça qui est intéressant. Pas de le traiter de tous les noms, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça ne sert à rien. Pire, à mon avis, ça le dessert. Éric Zemmour président, oui, mais si Éric Zemmour, Valérie, a ses 500 signatures de maire. Hier, il a fait, vous savez, une vidéo pour réclamer aux maires de jouer le jeu de la démocratie. François Bayrou lui a répondu sur LCI. Est-ce que vous trouvez que ce serait pas démocratique s'il n'avait pas ces parrainages ? La Constitution a fixé 500 parrainages. J'ai été candidat à l'élection présidentielle 3 fois et je sais très bien que ça n'est pas facile à atteindre. Mais je ne vais pas jouer au billard à 3 bandes. C'est-à-dire, je ne vais pas demander à des maires qui sont de ma sensibilité de soutenir des gens, Marine Le Pen, Zemmour, Valérie Pécresse ou Mélenchon. Je pense que quand on est maire, on est responsable. Et aucun maire ne se laissera tenir la plume. Oui, parce qu'il oublie de dire, c'est que quand lui était candidat, il n'y avait pas l'obligation de transparence qu'a imposé François Hollande, qui rend les choses extrêmement compliquées pour les candidats. Publier pour qui Ils doivent dire pour qui ils votent, et c'est pas tellement leurs électeurs qui sont en difficulté, enfin qui les accusent ou qui leur reprochent d'avoir fait ça. Ce sont les pressions politiques, c'est ce que nous ont raconté les gens du Rassemblement national, en particulier, qui ont beaucoup de mal à rassembler des signatures parce qu'ils ont au niveau de la communauté, du département, des pressions et des sanctions pour avoir soutenu un maire qui ne va pas dans le bon sens. Voilà. D'autres débats qui a fait rage dans les médias hier et dans notre pays, c'est la vaccination des enfants. Mais aux États-Unis, Valérie, il y a 28 millions d'enfants qui sont éligibles à la vaccination, âgés de 5 à 11 ans. Et puis alors là-bas, ça se fait sous les applaudissements. Karim, 6 ans, acclamé par ses petits camarades. Premier enfant de cet hôpital du Connecticut à recevoir sa première injection. Ça ne fait pas vraiment mal, mais faites-le pour le bien de l'Amérique, parce que ça aide l'Amérique et le monde, donc la vie est meilleure pour chaque personne sur Terre. 2 injections à 3 semaines d'intervalle, mais un dosage adapté à leur morphologie. Des enfants immunisés, des parents soulagés. Je pourrais pleurer rien qu'en pensant à ce moment, parce que nous l'attendions tous depuis si longtemps. Toujours très mesuré, les Américains. Vous disiez que vous aviez lu une information, vient de tomber, Valérie et Gilles, ce matin, incroyable. Aux États-Unis, ceux qui ont voté Trump meurent beaucoup plus du Covid que ceux qui ont voté Biden. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins vaccinés. Voilà, là c'est la preuve du danger. Et pour finir, restons aux États-Unis, quand un génie américain de la réalisation revisite un chef-d'œuvre de la comédie musicale américaine, ça donne simplement West Side Story, réalisé par Steven Spielberg. Ça sort aujourd'hui au cinéma. C'est un événement qu'a relaté BFM. Culte pour beaucoup. Le conflit entre 2 bandes rivales, l'une portoricaine, l'autre américaine, l'amour interdit entre Maria et Tony ont marqué des générations. Tonight, the world is full of light. Le petit sifflet. Les critiques sont pas terribles ce matin dans la presse. Non, les critiques sont pas terribles. Je sais pas, Philippe Boulagan, vous connaissez bien West Side Story ? Oui, c'est un peu ma génération. Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est que Spielberg a respecté les populations. Donc les Noirs sont vraiment des Noirs, alors que à l'époque, sur le premier West Side Story, les Portoricains étaient des Blancs maquillés, parce qu'il n'y avait pas de comédiens portoricains qui savaient danser et chanter.
Alors Philippe Lohhagen, vous nous arrivez... Déjà le routard, comment ça se passe, les guides du routard? Parce que l'année a été difficile, enfin, les 18 derniers mois ont été compliqués pour le guide du routard. Bien sûr, comme le tourisme en général, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc on est toujours vivant et on sent que ça commence à redémarrer. Mais pour vous, ça a été une catastrophe? Alors, ça n'a pas été une catastrophe puisqu'on n'est pas mort. Mais c'est vrai que la baisse a été considérable. On a eu par contre un développement des régions françaises. On n'a jamais autant voyagé et découvert la France. Donc tant mieux pour les hôtels et les restaurants français. Et puis là maintenant, le guide du routard est en train de se redéployer avec une grande appétence. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement envie de partir, de voyager. Ils étaient en prison pendant 18 mois. Et là, dès janvier, il va y avoir des nouvelles éditions, c'est ça ce qu'on s'est dit avant? Parce que j'ai quelqu'un qui voulait aller au Brésil, et en fait, la nouvelle édition du Brésil sort en janvier. En janvier. Comme toutes les grandes destinations, on a eu le temps de remettre à jour constamment toutes les 95 guides du routard qui vont sortir d'ici Pâques. D'ici Pâques. Vous publiez, donc je le disais, il y a ce journal, le Routard Magazine, quatrième numéro qui doit paraître dans les jours qui viennent. Et puis ce très beau livre, Sacré, les 100 plus beaux sites de la planète, qui est paru chez Hachette Tourisme. Pourquoi ce choix particulier? Alors d'abord, Valérie et Gilles, je tiens à vous dire que ce n'est pas évidemment un guide religieux. Mais non, pas du tout. C'est un livre qui est parti d'une constatation. Oui, c'est que ça. Vous partiez à Vézelay en France ou à Borobudur en Asie, il y a des points communs à tous ces grands sites sacrés, ces grands sites religieux. C'est-à-dire qu'ils nous imprègnent, religieux, pratiquants ou pas, d'émotion, parce que ce sont des lieux qui ont été choisis depuis des siècles, ce sont les plus beaux lieux du monde, et alors généralement ils sont en haut d'une colline, d'une montagne, ils sont toujours dans un paysage absolument exceptionnel, et on sent qu'il y a des forces dans ces coins-là, qui fait que on est frappé, même si cette religion est très étrange par rapport à nous. Et ces lieux sont tellement particuliers que, je cite un exemple intéressant, c'est que Angkor, qui était le plus grand site d'Asie, c'était une ville entière religieuse, à l'origine, ce sont un roi indien qui est venu d'Inde et qui a planté cette capitale religieuse au Cambodge actuellement. Et au fur et à mesure des siècles, la religion a changé. Ce sont devenus, vous le savez, des bouddhistes. Et le lieu, que soit hindou ou bouddhiste, c'est toujours le même étonnement, le même endroit qui évoque la méditation, le calme, la réflexion. On est ailleurs, et ce sont des endroits qui incitent à la réflexion, qui n'est pas forcément une réflexion religieuse, mais qui est une sorte de méditation sur soi, sur son environnement, et la beauté du site nous permet... c'est patrimonial aussi, c'est ça, avant d'être religieux, parce que je vois que parfois les gens peuvent imaginer, se dire c'est la religion, au-delà de la religion, il y a une puissance à chaque fois dans tous ces lieux que vous évoquez. Mais souvent ces lieux-là, les temples ou autres, pour parler de mon expérience personnelle, moi j'étais au Corcovado à Rio, en fait c'est invisitable, parce qu'il y a 100 000 personnes, il y a 10 000 personnes, et finalement est-ce que ces temples, tous ces lieux religieux, on n'en profite pas parce qu'il y a trop de touristes? Corcovado, moi il y avait une queue de dingue, j'ai beaucoup apprécié. C'est un bon exemple. Corcovado, c'est un exemple touristique. Vous savez que la croix, le Jésus du Corcovado... il y a une église en dessous. Oui, il y a une toute petite église. Mais d'abord, c'est très récent. Vous savez que le sculpteur est né quand même à Boulogne-Billancourt. Et ce n'est pas ces sites qui ont traversé les siècles
parce que ce sont des endroits particuliers. La vue est formidable, mais c'est tellement dans le centre de Rio que c'est. Vous avez raison. Mais encore. Alors, oui, bien entendu. D'abord, il faut que vous sachiez que Angkor est extrêmement étalé. Si vous allez dans le temple de Bantesrai, par exemple, qui est à 40 km du centre d'Angkor, très célèbre, puisque c'est là où Malraux a volé des apsaras, des statuettes. Là, vous serez au calme. Il y a toujours la possibilité de se mettre en retrait, justement, pour apprécier la beauté des lieux et tout. Alors, si vous voulez la foule, eh bien, vous allez dans le centre à Angkor Wat. Alors là, vous avez effectivement même des cabanes à frites. Cette phrase de notre ami Jean-François Réal, qui est voyager hors des sentiers battus, c'est-à-dire que vous avez toujours, si vous allez Place Saint-Marc, pareil, c'est pratiquement, il y a une queue invraisemblable, mais il y a des centaines d'églises dans Venise. Oublié, qui là c'est pour des monuments. Gilles n'a pas tort. Moi j'ai un truc pour Angkor, parce que je l'ai pratiqué, c'est d'y aller à l'heure du déjeuner, parce que c'est envahi par les tours opérateurs, sauf qu'ils rentrent déjeuner. Donc à l'heure du déjeuner, bon, il fait un peu chaud parfois, mais il faut savoir trouver et vous avez raison, le temple que vous évoquez avec Malraux, il y a personne parce qu'il est à une demi-heure. Il est un peu éloigné. Voilà, un peu éloigné. Et puis dans ce livre, justement, c'est l'intérêt de découvrir d'autres sites et de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Je vois Bagan en Birmanie. Bagan, il n'y a pas grand monde. Oui, il y a les grands incontournables dans le livre, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Bagan, c'est la plus grande concentration de pagodes bouddhistes au monde. Du haut en bas, ça fait 30 km. Alors déjà, vous avez le temps de vous balader. Il y a des endroits où, vous l'avez évoqué, les autocars ne peuvent pas venir. Profitez-en pour louer un vélo et découvrir des pagodes. Vous serez là. Et puis, il n'y a pas que des monuments, j'ai envie, des édifices religieux. Je vois, en feuilletant le livre Uluru, Ayers Rocks, qui est en Australie. C'est un rocher. À chaque fois, là on parle d'endroit, mais il faut parler du livre, qui est, comme à chaque fois, extrêmement didactique. Le mot est un petit peu péjoratif, mais qui est extrêmement bien renseigné à chaque fois, avec des détails, avec des petites anecdotes sur les lieux, l'histoire des œufs en Roumanie dans ce... Alors, Uluru, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant, puisque les aborigènes qui ont décidé que ce rocher au milieu de rien était un endroit sacré pour eux, et d'ailleurs ils ont récupéré la totale propriété récemment grâce à la Cour suprême d'Australie, c'est un endroit où il y a très très peu de construction. C'est donc évidemment... le guide du routard l'a sélectionné par la magie du lieu et du site. Il n'y a pas de construction humaine très particulière. Et ça, c'est totalement intéressant. Et je peux vous dire que les aborigènes qui sont très en contact avec la nature, et donc c'est une réflexion religieuse qui leur est propre et très étrange pour nous, eh bien, ça inspire, quand on va sur ces lieux-là, un profond respect, parce qu'on sait qu'on est ailleurs, et ce sont des endroits qui méritent la méditation, le calme, et justement, c'est aussi très apaisant dans le respect des autres religions, en disant, on ne les connaît pas, mais le respect, ça s'impose. Et je me dis, moi, en ayant terminé avec mes collaborateurs, dont Gavin Clemente Ruiz, cet ouvrage, c'est que ce sont la population du monde a besoin d'un Dieu pour croire, pour se rassurer sur l'avenir, mais peut-être que ils ont appelé le Dieu d'un nom différent, mais c'est certainement le même. Pourquoi se bagarrer pour le même Dieu? Nos auditeurs veulent vous mettre au défi. Xavier vous dit, est-ce que vous connaissez les cathédrales incroyables de Colombie, celle creusée dans une mine de sel à Zipaquirá et celle de Notre-Dame de Las Lajas au sud du pays? Oui. Est-ce qu'il y a des endroits que vous ne connaissez pas? Ça, vous connaissez? D'abord, je ne connais pas tout. Là, ce qui est très intéressant, c'est ce que j'appellerais la religion du charbonnier. Ce sont les ouvriers dans les mines de sel. Ils sont
très catholiques pratiquants, eh bien sur leur temps libre, ils ont échafaudé, creusé des sites, des sites religieux, donc en l'occurrence l'église. Vous avez la même chose en Roumanie, il y a des mines de sel avec des chapelles, des lieux saints à l'intérieur, à quelques dizaines de mètres de profondeur. Et ça se visite, non, ça se visite. Bien sûr, ça se visite. Bien sûr, oui, il m'a envoyé le lien, c'est très beau. Xavier. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous fait rêver et que vous n'avez jamais visité à part la Lune, vous demande Stéphane? Oui, on parlait tout à l'heure des Nabatéens. Les Nabatéens avaient fait fortune. Se retrouvait dans le sud de l'Arabie Saoudite. C'est une racine d'un buisson et on ne le retrouve que là. Eh bien, autour de ces lieux un peu sacrés et secrets, il y a des villes oubliés qui viennent d'être rouvrir par les Saoudiens. Oui. Et ça, c'est vraiment un endroit que j'aimerais rencontrer. C'est la suite de Petra. C'est l'autre côté des caravanes. Ça a l'air absolument magnifique. Il y a Alula, et puis beaucoup de... Alors il y a tous les continents, c'est ça qui est assez fascinant dans le livre, c'est qu'on voit que partout, dans tous les pays du monde pratiquement, il y a ces lieux magiques, assez extraordinaires qui sont là. Il y a évidemment l'Égypte, comment ne pas parler de l'Égypte. Bien sûr, mais il n'est pas nécessaire, Valérie, de faire des milliers de kilomètres. Non. Si vous n'avez pas le temps ou les moyens, allez à Vézelay. Vous allez être frappé par la beauté de cet endroit-là. Et il est très intéressant de constater que notre ancien président de la République, Mitterrand, qui n'était pas religieux, a voulu d'abord se faire enterrer au Mont Beuvray, juste à côté de Vézelay. On va dire c'était pour des raisons religieuses. Il n'a pas pu avoir les autorisations. Il est enterré en Charente, mais il avait tenté Beuvray parce que Beuvray est un mont dans le Morvan qui est absolument fabuleux, sans aucune construction, mais on n'est pas loin d'un dieu. Je ne connais pas bien son nom, mais on y est proche. La chose qu'il faut voir avant de mourir. Écoutez, tous les lieux sont bien. Je vais vous dire, le secret d'un voyage réussi, c'est d'abord de partir avec la personne que vous aimez. Absolument. Voilà. Donc c'est un très beau livre sacré, les 100 plus beaux sites de la planète. Vous allez découvrir des merveilles. Vous avez raison de dire qu'en France, j'ai pas vu, par exemple, le château de Montségur, ça a l'air d'être une merveille absolue. Château Cathare, il y a Vézelay. Et puis Notre-Dame, j'en profite pour vous signaler une tribune que j'ai signée aujourd'hui. Je signerai un de tribune dans le Figaro à propos de la reconstruction de Notre-Dame et sur cette obsession de vouloir faire moderne et où on va mettre des projections. Vous savez, maintenant l'art c'est une expérience, donc je trouve qu'il faut respecter l'histoire et la façon dont... Et donc c'est une pétition, c'est ça? C'est une tribune pour protester contre le réaménagement intérieur de Notre-Dame qui ne correspond pas à ce que Viollet-le-Duc avait remis en place. Et puis surtout les constructeurs. Absolument, et puis les constructeurs, absolument. Qui étaient à l'origine de ce chef-d'œuvre. Important lieu sacré, même si on est athée ou pas chrétien. Merci beaucoup Philippe Glohagen d'avoir été avec nous ce matin. Donc à ne pas manquer ce livre et puis allez-y, les guides du routard reparaissent, nouvelles éditions à partir de janvier. Merci à vous. National Geographic et RMC Découverte pour regarder les différents documentaires. Merci à vous. On se retrouve dans un instant et on va préparer les fêtes avec le patron de Rungis. Il va tout nous dire. Merci à vous. Sud Radio 10h midi. Alors, Stéphane Layani est coincé dans les embouteillages, étonnant, à Paris. Étonnant, mais ça arrive de temps en temps à certains de nos invités. Donc, Philippe Glohagen est resté avec nous et c'est toujours passionnant de discuter avec vous. Gilles, vous avez une question? Moi, je vais rebondir préparer un voyage? Oui, sur le côté, mais sur le côté média, puis c'est aussi une question qu'on a posée à nos éditeurs sur les émissions de voyage à la télé. Moi, je me souviens qu'il y avait eu l'émission du Guide du Routard l'après-midi sur France 2. C'est une expérience que vous aimeriez renouveler? Ou pourquoi pas? Parce que la marque, elle est intéressante pour une chaîne de télé. Alors France 2 m'avait contacté il y a bien longtemps, il y a une douzaine d'années. On avait fait des 9,52 minutes pour être précis.
eux, ce qui intéressait la direction de France 2, c'était le regard du guide du routard sur des endroits un peu connus. Par exemple, je vous en cite un. Quand on est allé tourner à Cuba, vous voyez le poster célèbre de Che Guevara avec le béret. Eh bien, nous, au guide du routard, on avait le contact du photographe, on l'a interviewé et on lui a demandé comment ça s'était passé. Lui, il a été dépassé par cette notoriété, ce qui est une notoriété américaine. Ce sont les Américains qui sont emparés, qui ont volé les droits, et surtout, il n'a jamais été payé. Donc, c'était l'envers de l'histoire qui était assez intéressant. Une émission de voyage, c'est quelque chose que vous aimeriez? Alors, d'abord, on le fait en vidéo. On le fait, nous, d'abord sur Internet, sur routard.com, où on a des spots, des sites très particuliers, des découvertes, et même, on descend même sur des adresses de charme oubliées, magnifiques, des restaurants de fête dans des bergeries en Lozère, ou plus loin, des hôtels de charme, pas forcément chers, mais en tout cas ce qui est la marque de fabrique du routard au départ. C'est ça. Après, on se rend compte que la clientèle s'est élargie. Le routard, c'était partir sac à dos. Aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours, ce qui fait le sel du routard, c'est-à-dire des endroits un petit peu particuliers qu'il faut visiter. Et puis, les hôtels, il y a du chic au moins chic, du moins chic au plus chic. La population a évolué. Il y a des jeunes, évidemment, qui sont un petit peu fauchés. Et puis, il y a des gens, et Valérie en est une, une personne qui a évolué dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, et qui cherche toujours l'endroit de charme, mais elle ne prend plus le bus ou l'autostop, elle loue des voitures. Voilà, c'est ce qui change peut-être un peu quand on évolue avec l'âge. Vous recevez beaucoup de courriers, enfin beaucoup de mails, beaucoup de commentaires. C'est le comme secret ça, du guide du routard. C'est-à-dire que les gens ont compris que l'enrichissement du guide du routard, c'était les 2,5 millions de lecteurs que nous avons chaque année, et une découverte d'un lecteur, il s'empresse de nous la communiquer. Bien entendu, on va vérifier sur place la vérité de ces dires, de ces informations, mais c'est vrai que il y a un vrai contact, il y a un vrai échange. Le guide du routard, c'est d'abord l'esprit communautaire entre les éditeurs et entre le public. Est-ce que les Français se sont mis au voyage? Parce qu'on n'est pas un peuple qui voyageait beaucoup par rapport aux Allemands, aux Néerlandais et aux Anglais. Est-ce qu'on s'y est mis? Alors, vous avez raison et vous avez tort. Les Anglais voyagent beaucoup, mais sur des clubs plutôt bon marché, au soleil, pas trop loin. Idem pour les Allemands. Les Français voyagent un peu moins, mais en toute honnêteté, c'est de meilleure qualité parce que c'est de la vraie découverte. On s'intéresse à la cuisine locale, on n'importe pas les steaks frites quand on va manger en Grèce ou au Pérou, et on s'intéresse beaucoup plus aux populations. Et ça, c'est le propre du guide du routard. Et donc, il y a une véritable... Et du voyageur français ? Oui, les Français. Qui est différent des autres. Totalement. Autres et j'ai eu une édition allemande du Guide du routard il y a une vingtaine d'années que j'ai arrêtée, faute de lecteurs, parce que ces découvertes un peu d'aventure, un peu compliquées, un peu rares, ne correspondaient pas totalement à la mentalité allemande. Vous continuez, vous, à voyager beaucoup, Philippe Logan? Beaucoup, parce que c'est vraiment le sel et l'intérêt de ce métier. En travaillant pour le guide du routard, en fait, on est payé pour se cultiver, pour découvrir et pour transmettre. Je crois qu'il n'y a pas plus beau métier. Vous embauchez? Oui, tout le temps. Là, il y a eu trois embauches. Et on est bien de payé jeunes. pour voyager? Alors écoutez, je vais être très clair, on est payé à la journée. Pour commencer, ça va de 120 à 150 euros par jour, multiplié par 2, puisqu'il y a le temps de rédaction. Donc 10 jours, 1200, moyenne 1400, multiplié par 2, 2800 euros. Plus le voyage, plus le voyage, tout frais. Et en plus, payé. Vous êtes lavé, blanchi. Alors, les prochains livres, vous savez déjà, vous allez continuer cette collection de très beaux livres.
Pour vous, Valérie, Oui, en et Gilles, exclusivité. Une exclusivité. Ouais. Au mois de mars, nous sortons un joyau. C'est un guide qui est un album, donc un livre de photos. Moins cher que Sacré, donc plus abordable, dans les 15-17 euros, sur les micro-aventures en France, et qu'on peut super. faire soi-même. Ouais. Donc très Par familial, exemple des petites balades, canoë-kayak, en Bretagne. Et ça, c'est une vraie tendance aussi. Avec Voilà. le Covid, il y a eu un Ouais. retour sur, Voilà, mais sur à la partager France. Et, avec les enfants, sans que ce soit des expéditions Non, mais il y a des pistes de dangereuses. vélo aussi maintenant. Bien sûr. Qui permettent de traverser la France Voilà. en vélo. Il y a des faire de l'ULM d'une façon abordable. Vous pouvez faire un tas de choses absolument passionnantes. Et je vous dis merci. Merci Philippe Lagen, c'est toujours un plaisir. On peut tenir des heures avec vous. Oui. Et Stéphane Layani vient d'arriver. On va parler de Rungis et de la préparation des fêtes dans ce temple du commerce qui est Rungis. À tout C'est de un suite. autre voyage. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.